Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal. Les titres de cette édition. Ce lundi 21 janvier s'est ouvert à Abidjan le séminaire des représentants et directeurs des centres d'assistance du FMI en Afrique. La rencontre a été présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara qui a souhaité un appui continu de l'institution à la Côte d'Ivoire. Le dialogue politique sur la réforme de la commission électorale indépendante a démarré aujourd'hui à la primature. À terme, ces travaux devront permettre d'obtenir un organe consensuel. Et puis au Sénégal, Karim Wade et Khalifa Sall ne seront pas candidats à la présidentielle du 24 février prochain. Le Conseil constitutionnel a rejeté définitivement leur candidature et a publié la liste définitive des 5 candidats l'année dernière. Bienvenue dans ce 23h. Ce lundi, en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a participé à l'ouverture du séminaire des représentants et directeurs des centres d'assistance du Fonds monétaire international en Afrique. La rencontre s'est tenue à Abidjan sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Viviane Haïma. Réunis pour la première fois à Abidjan, le séminaire des représentants et directeurs des centres d'assistance technique du FMI en Afrique s'est ouvert ce lundi matin à l'Hôtel Ivoire. Institution de Bretton Woods, le Fonds monétaire international finance le développement des pays qui en font la demande à travers des programmes d'investissement et d'assistance technique. Si cette institution financière internationale apparaît incontournable pour le financement du développement des États, ses méthodes sont parfois jugées inadaptées. Invité à l'ouverture de cette rencontre, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a apporté une contribution aux travaux. Lui qui combine la double expérience d'économiste du FMI, où il a occupé les fonctions de directeur Afrique, puis celle de directeur général adjoint, et celle de chef d'État à la barre du développement de son pays. La bonne gouvernance, l'endettement dans des limites soutenues, l'appropriation des programmes du FMI et leur flexibilité, l'intégration régionale, autant de préoccupations sur lesquelles le chef de l'État ivoirien s'est ouvert devant les experts du FMI. L'Afrique va mieux. Je ne dirais pas que c'est grâce au programme avec le fonds, mais c'est une meilleure acceptation du dialogue avec le FMI et la nécessité de tenir compte quand même de la vision des responsables, mais également une meilleure formation des cadres africains. Et ça, c'est quelque chose à laquelle le Fonds monétaire a grandement contribué. Donc je voudrais vous dire à quel point nous sommes reconnaissants pour cette bonne relation et également la continuité du programme que nous avons eu avec vous pendant 8 ans. Nous n'arrêtons pas de le dire d'ailleurs aux autres pays de l'UEMOA, qu'ils doivent tout faire pour essayer d'avoir des équipes avec des gens qui ont une bonne connaissance de ces questions, donc des institutions de Bretton Woods. L'appropriation est quelque chose d'essentiel de mon point de vue. Vous savez, les pays africains en général, il y a beaucoup de rigidité, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'économie elle-même, que ce soit dans les mentalités, même dans le secteur privé. Et alors, quand il y a des bouleversements, il faut vraiment que le fonds fasse preuve de flexibilité. C'est très important. Par exemple, je vois aujourd'hui la lutte contre le terrorisme est une préoccupation majeure qui nous est tombée dessus. Nous avons investi des ressources considérables dans ces questions de sécurité. Donc je plaide il y a un peu plus de flexibilité par rapport à ces dépenses liées à la sécurité. Une contribution qui ouvre à une meilleure compréhension par ces experts des difficultés du terrain. Le président ivoirien a été vivement applaudi. Et une autre rencontre de ce lundi, le dialogue politique sur la réforme de la commission électorale indépendante. Il a démarré ce jour à la primature en présence de tous les acteurs de la vie politique ivoirienne. Ces consultations pour la réforme de la CEI devront permettre d'obtenir à terme un organe consensuel et équilibré. Alexis Ouedraogo. La réforme de la commission électorale indépendante est lancée. Ce lundi à la primature, le chef du gouvernement entame avec les acteurs de la vie politique les consultations pour sa nouvelle composition, conformément aux instructions du chef de l'État.
La rencontre de ce jour est la traduction de la volonté constante du président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, de faire du dialogue politique et de la réconciliation nationale un axe essentiel de son action. Le cadre légal qui régit l'actuel CEI, composé du groupement politique au pouvoir, des partis de l'opposition, des organisations de la société civile et de l'administration, est le résultat de larges consultations initiées en 2013 par le NDI. Dans cette même dynamique, le chef de l'État, son Excellence Michel Alassane Ouattara, a bien voulu donner à nouveau droit aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples quant au réexamen de la composition de la CEI en vue d'en assurer un meilleur équilibre. Il s'agit pour nous d'apporter une réponse consensuelle à cette question. Il est demandé aux partis et groupements de partis politiques d'élaborer et de mettre à disposition dans un délai de 2 semaines leurs différentes propositions qui seront la base des discussions, l'idée étant de trouver ensemble le meilleur compromis. La méthodologie que nous vous proposons pour cette réflexion s'articule autour des 2 phases dont la première concerne l'ouverture de la réflexion qui est l'objet de la réunion de ce matin, l'élaboration de vos contributions dans un délai de 2 semaines, le dépôt des contributions respectives au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui, sur cette base, va préparer la deuxième rencontre avec le gouvernement. La deuxième phase de ce processus consistera en une discussion avec le gouvernement pour présenter les différentes propositions et rechercher ensemble le meilleur compromis. Prenant la parole tour à tour, les représentants des partis et groupements de partis politiques ont salué cette décision du chef de l'État Alassane Ouattara de faire droit à la Cour africaine des droits et des peuples pour la mise en marche de la réforme. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative, de la déclaration liminaire du Premier ministre qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Et nous avons indiqué, nous souhaitons en même temps qu'il y ait un ordre du jour exhaustif et que les décisions soient des décisions consensuelles qui engagent l'ensemble des acteurs. L'adresse du Premier ministre a été très bonne. Il a reconnu que la CEI, il fallait en parler, même si on a des acquis. Il y a beaucoup de choses à faire, donc il faut tout remettre à plat. Il y a de bonnes dispositions de part et d'autre. Maintenant, il faudrait que ce qu'on décide soit appliqué. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invités, d'avoir ouvert les débats. Nous avons posé quelques interrogations. Nous souhaitons que, plutôt que des consultations, il soit réellement mis en place un cadre de concertation de tous les partis politiques. Nous, femmes, chefs de partis politiques, avons besoin de ce genre de rencontres parce que nous mettons de l'eau dans le vin pour que la politique ivoirienne se porte mieux. Aux côtés des hommes politiques, la société civile est elle aussi impliquée. Une rencontre est d'ailleurs annoncée pour les prochains jours. Le gouvernement veut, au terme du processus, parvenir à un organe consensuel et équilibré, gage d'élections transparentes et crédibles. La 5e édition du Shield Africa s'ouvre demain mardi à Abidjan. Ce salon africain d'exposition pour la sécurité et la défense a pour thème cette année la protection et le contrôle des frontières. Plus de 5000 visiteurs et 80 délégations y sont attendus. C'est en tout cas ce qu'a fait entendre le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire à l'occasion d'une conférence internationale en prélude de l'ouverture de ce salon à Boussanogo. Une conférence internationale qui réunit à Abidjan des responsables au plus haut sommet des États africains autour du thème des frontières terrestres, maritimes et aériennes vivantes et régulées, conditions du développement de l'Afrique. Ce dans le cadre de la 5e édition du Salon international Shield Africa 2019 en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Un salon dédié au domaine de la sécurité et de la défense. Tout espace d'échange, de rencontres et de discussion apporte déjà un enrichissement mutuel, des retours d'expérience et puis des concertations de décisions, notamment en ce qui concerne les acquisitions ou les décisions stratégiques en matière de défense et de sécurité. Shield Africa permet aux grands responsables africains, publics et privés, de rencontrer des industriels du monde entier qui proposent des solutions de sécurité. Ce salon qui a été créé
à Abidjan en 2013 s'impose édition après édition comme le carrefour des technologies de sécurité de tout le continent africain. Le gouvernement, en tout cas, soutiendra le développement de Tio Africa, qui est en train de devenir un rendez-vous incontournable en Afrique. Et cette année, le thème de la 5e édition, la protection et le contrôle des frontières, est un thème important et qui est un thème d'actualité pour les enjeux sécuritaires de notre continent. Je veux engager les uns et les autres à faire en sorte que ce salon donne des résultats concrets. C'est vraiment l'occasion d'également nous apporter des solutions qui sont en adéquation avec nos besoins du moment et nos budgets. La 5e édition de Shield Africa va se tenir du 22 au 24 janvier au sein de l'École nationale de police. Une 60aine de délégations officielles et au moins 5000 visiteurs professionnels sont attendus à ce 5e salon international. Une action pour le développement dans la région de la Nawa, l'Office national d'identification teste un nouveau dispositif d'enregistrement des naissances et décès dans les délais et avec de nouveaux acteurs de l'état civil. Il s'agit d'une opération pilote dont l'objectif est de moderniser les mécanismes de collecte d'informations. L'opération dans la région de la Nawa précède celle de San Pedro et du Boclé. Les zones retenues pour ce projet pilote, les détails de ce nouveau mécanisme d'identification dans ce dossier proposé ce soir par Hervé Blé. Désormais, et s'agissant de l'état civil et de l'identification, il faudra compter avec la stratégie nationale adoptée par le gouvernement le mercredi 28 novembre 2018. La stratégie nationale de l'état civil et de l'identification vise à mettre en place un système de collecte et d'enregistrement de l'ensemble des événements d'état civil sur tout le territoire national à travers tous les centres de santé ainsi que dans les consulats et les représentations diplomatiques. Ce système permettra de générer automatiquement un numéro unique d'identification, non seulement pour chaque Ivoirien vivant sur le territoire national ou à l'extérieur, mais également pour les non-ivoiriens résidents ou de passage en Côte d'Ivoire. Une mission dévolue à l'Office national d'identification, ONI. La structure a en charge la modernisation de l'état civil afin de maximiser l'enregistrement des naissances. L'ONI implémente depuis quelques mois dans les régions de San Pedro, de la Nawa et du Boclé de nouveaux mécanismes de déclaration des naissances et décès dans les délais. Celle-ci affiche un taux de déclaration inférieur à 70%. Les données statistiques de l'INEST font état d'un ratio de 14 000 personnes pour un centre d'état civil. C'est-à-dire que les centres sont très éloignés des populations. Il faut le dire, notre mécanisme actuel n'est plus adapté et ne permet plus de capter systématiquement les faits d'état civil. Corriger ces dysfonctionnements passe pour l'ONI par le rapprochement de l'administration de l'état civil des populations. Ici entrent en jeu de nouveaux acteurs. Les points de collecte communautaires qui sont désignés par les chefs de famille au niveau des villages et qui procèdent à la déclaration systématique des faits. Les points de collecte sanitaires sont les sages-femmes et les infirmiers dans les centres de santé et qui prennent systématiquement les déclarations des naissances et les bureaux d'état civil qui sont rien d'autre que les centres secondaires. Pour l'Union Rabé-Léon et son équipe, la journée de travail commence par un briefing. On a appris qu'il y a une dame qui a accouché et donc nous envoyons le PCC pour aller prendre les informations sur la naissance de l'enfant de moins de 3 mois. Les points de collecte communautaire et les agents de bureau d'état civil sont choisis par les chefs de village. À Yabayo, comme dans tous les autres villages qui expérimentent le projet, ils sont chargés de faire des déclarations de naissance et décès dans les délais une réalité. Avant, c'était difficile. On partait en ville. Là-bas aussi, c'est difficile. Tu vas partir souvent, tu ne trouves pas l'argent, et puis tu te retournes. Mais maintenant, on trouve à domicile. On trouve ça bien. Les PCC qui travaillent sous le contrôle du chef du village n'hésitent pas à aller sur le terrain, guidés par le seul souci du résultat. Nous prenons le certificat médical de naissance que la sage-femme
attribue à la mère le nom de l'enfant, vous dites que il faut dire que l'enfant n'est pas déclaré à l'état civil. Là, maintenant, il s'agit de prendre le nom que nous allons mettre dans le registre. Ça nous facilite la déclaration. Voilà. De donner ça au monsieur. Et quand le commandant a fini de signer les extraits, et parfois, quand les parents ne sont pas loin du bureau d'état civil, nous prenons notre engin et nous venons livrer les extraits à domicile. Quand ils sont loin, nous prenons les numéros et quand c'est prêt, on les appelle pour leur dire que bon, la copie du jugement de ton enfant est signée. Tu peux passer chez le chef du village et localiser notre bureau d'état civil. Une fois collectées, les données sont transférées au niveau des bureaux d'état civil qui disposent d'un ordinateur équipé d'un logiciel conçu par les techniciens de l'ONI. Dans le but de capter les naissances, les décès et les faits d'état civil. Mon travail consiste à d'abord récupérer les formulaires que nous appelons attestations de naissance qui sont renseignés par les PCC qui sont dans les différents villages. Ensuite, je transfère dans les registres d'état civil. Ensuite, je fais entrer les données des naissances des enfants à l'ordinateur. Nous faisons aussi de même les déclarations de décès. D'abord centralisées au niveau de la sous-préfecture et la mairie, les données sont ensuite transférées à l'ONI. Sur le terrain, le projet donne des résultats satisfaisants. En 2015 et 2016, sur la période de février à mai, ce sont 4210 et 4044 naissances qui ont respectivement été déclarées. En 2018, avec ces nouveaux acteurs et sur la même période, les naissances déclarées sont passées à 8164. La région de la Nawa et celle du Boclé et de San Pedro, avec l'expérience des 7 à 8 mois que nous avons eu avec ce projet pilote, le taux de déclaration de ces faits d'état civil, naissance et décès, a considérablement évolué. Donc en généralisant, je pense que c'est une voie, une panacée pour l'état civil ivoirien. Permettre de capter à terme 98 à 100% des naissances en vue de leur enregistrement, c'est l'objectif d'un nouveau mécanisme de collecte de données des naissances et décès actuellement en expérimentation avec le soutien de l'UNICEF. La phase expérimentale met en exergue la nécessité de rendre effectif la motivation des nouveaux acteurs, l'aménagement des bureaux d'état civil et la satisfaction des besoins en mobilité. 3000 collectivités sans enfants de la rue, c'est le slogan d'un programme de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agira, à travers des projets et activités, d'œuvrer à la sortie des enfants de la rue. Ce programme, qui bénéficie du soutien des premières dames de l'espace communautaire, a été lancé à Ouagadougou, au Burkina Faso. On en sait plus avec Mamadou Kouassi. Les Nations Unies estiment à 150 millions le nombre d'enfants définis comme enfants de la rue. Plus d'un tiers de ces enfants sont en Afrique, précisément dans nos villes. Et les collectivités territoriales de l'espace UEMOA montent au créneau pour l'éradication de ce fléau. Un fléau que les élus locaux jugent honteux pour le continent. Pour y arriver, le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, à travers sa section du réseau des femmes élues locales d'Afrique, lance le programme 3000 collectivités sans enfants de la rue. Le CCT est en 3000 collectivités locales à travers les 8 pays. Ces 3000 collectivités locales devraient se donner la main à travers les femmes, parce que ce sont les femmes qui enfantent, ce sont les femmes qui doivent gêner. Dans notre société, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Donc nous avons dit que nous devons nous battre pour que nos villes soient sans enfants en situation de rue. Les femmes ne seront pas les seules dans ce combat. Elles auront le soutien des autres élus locaux de l'espace UEMOA, affirme le ministre Albert François Amicha et le commissaire UEMOA Paul Kofi Kofi. Il s'agit pour nous de permettre à tous les enfants d'avoir une chance d'aller à l'école, à tous les enfants de pouvoir préparer leur avenir. Aujourd'hui, nous commençons par le Burkina. La première dame du Faso a accepté de parrainer cette opération et dans les mois qui arrivent, les premières dames des 7 autres États de l'Union seront sollicitées afin que les collectivités d'abord dirigées par les femmes, mais également les collectivités dirigées par les hommes puissent s'inscrire, puissent adhérer à ce programme. La demande sociale continue d'évoluer alors que les infrastructures ne suivent pas ce rythme. Donc j'en appelle
à la responsabilité et à la coopération des partenaires techniques et financiers de continuer à soutenir nos programmes. Cette initiative du CCT bénéficie également de l'assistance des partenaires au développement, dont le Fonds mondial pour le développement des villes, FMDV, engagé pour l'insertion des enfants de la rue. Nous les accompagnerons bien entendu dans le développement de leur activité à plus long terme. Grâce à ces actions, nous espérons apporter un soutien concret aux enfants, à leurs familles, mais également au développement durable des villes dans l'espace communautaire de l'UOMOA. Outre les partenaires au développement, la première dame du Faso, Sita Kaboré, représentée par l'épouse du président de l'Assemblée nationale, promet d'être le porte-voix des élus locaux afin de sortir les enfants des rues de nos collectivités territoriales. Et parlons de politique à présent. Le prochain congrès constitutif du RHDP marque l'actualité politique dans notre pays. Pour préparer l'événement, les militants du RHDP ne cessent de multiplier les actions d'information sur l'objet de ce congrès. Je vous propose de suivre dans cet élément un résumé des pré-congrès dans les régions. Dans la région du Béret, c'est le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME qui a conduit la délégation dans le cadre des préparatifs du prochain congrès exécutif du RHDP unifié. Souleymane Diarra-Souba a supervisé les travaux du pré-congrès local et présidé le meeting de clôture. Nous nous félicitons de l'engagement des populations du Béret à adhérer massivement au RHDP, parti unifié, et à assurer leur présence massive avec plus de 2500 personnes le 26 janvier prochain à Abidjan. Yamoussoukro, ville natale du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, en qui se reconnaissent les leaders de certaines formations politiques du pays en union autour de ses idées. Union appelée RHDP. La transformation de celle-ci en est partie. RHDP unifié. Yamoussoukro n'est donc pas en marge des préparatifs du congrès exécutif. Ici, c'est le ministre Albert François Amichia qui a présidé les travaux et le meeting de clôture du pré-congrès local. Nous pouvons déjà affirmer que les militantes et militants de Yamoussoukro adhèrent à la création du parti RHDP. Peu avant le meeting, la délégation du ministre Amichia est allée se recueillir sur le caveau familial du président Houphouët-Boigny. C'est au complexe sportif d'Anyama que les militants et sympathisants du RHDP se sont retrouvés pour le meeting de clôture du pré-congrès. Les cadres politiques locaux ont mis les bouchées doubles en vue d'une participation active de la population de la cité de la Kola au congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Leur grande mobilisation a été saluée par le chef de la délégation du pré-congrès RHDP à Anyama. Le 26, non seulement nous allons célébrer le président Félix Houphouët-Boigny, mais le 26, nous allons célébrer aussi le président Alassane Ouattara. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, que ce soit pour la stabilité, que ce soit pour la paix, que ce soit pour le développement. Lors de ce meeting de clôture, le ministre Mamadou Touré a exhorté les populations locales à la tolérance, au pardon et à la réconciliation pour la paix dans le pays. Les populations de la région du Folon répondront massivement à l'appel du RHDP le 26 janvier prochain. C'est l'assurance donnée par Cissé Sendou, président du comité régional d'organisation du congrès dans la région du Folon. Le ministre Joseph Seka Seka, chef de mission du RHDP, a salué l'attachement de la région du Folon aux idéaux du RHDP. Le message que nous leur avons lancé, c'est de maintenir cette flamme pour le RHDP et faire en sorte que tous ceux qui aujourd'hui hésitent encore à intégrer le RHDP adhèrent rapidement pour qu'au sortir du congrès du 26 janvier, on ait un parti RHDP très fort. Le ministre Joseph Seka Seka a donc invité les élus, cadres et responsables politiques du Folon à se mobiliser afin d'être témoins de la naissance du RHDP. Dans la région du Bafing, les travaux du pré-congrès du RHDP ont été dirigés par le docteur Famoussa Koulibaly. Le député de la commune de Divo est venu expliquer aux militants du Bafing, à travers des échanges, le bien fondé de la création du parti unifié. Une formation politique qui entend s'inspirer des valeurs de l'oufouettisme pour conduire la Côte d'Ivoire au développement socio-économique. Le Bafing, qui hier a dit oui au président de la République, dit encore aujourd'hui oui pour son idée de mettre l'ensemble
des enfants d'Oufoué ensemble pour une Côte d'Ivoire de paix et une Côte d'Ivoire véritablement renforcée. Donc aujourd'hui, c'est un oui massif pour l'adhésion du BAFING au niveau du RADP. Plus de 150 000 militants sont attendus au stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 26 janvier. Il est question à présent de développement de l'environnement. Pour soutenir les actions liées à ce secteur, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, a octroyé à la Côte d'Ivoire 5 milliards de francs CFA. Cette enveloppe devrait permettre à notre pays de réaliser plusieurs projets environnementaux. Le compte-rendu de Grace Kando. En plus des financements traditionnels que le Fonds pour l'environnement mondial FEM octroie à la Côte d'Ivoire, le pays vient de bénéficier de 8 990 000 $, soit plus de 5 milliards de francs CFA pour la période 2018-2022. Ces fonds serviront au financement des projets et programmes en tenant compte des priorités du pays, d'où cette rencontre qui réunit l'ensemble des parties prenantes. Les ressources normalement sont destinées au programme de biodiversité, changement climatique et la dégradation des sols. Étant un pays agricole, la priorité de la Côte d'Ivoire ira vers ce qu'on appelle le programme FOLU qui allie sécurité alimentaire et restauration des sols. Donc des travaux ont déjà commencé. À la fin de cet exercice de renforcement des capacités du Fonds pour l'environnement mondial, nous devons nous retrouver avec des projets concrets que nous devons transmettre au FEM avant la fin de ce mois de janvier. Le Fonds pour l'environnement mondial est un organisme multilatéral qui accorde des aides financières aux pays en développement pour réaliser des projets ayant des impacts positifs sur l'environnement. Le Fonds pour l'environnement mondial a permis à notre pays de bénéficier de plusieurs projets de développement durable au niveau national, régional et mondial. Je lance un appel aux ministères et structures techniques, aux ONG et à tous ceux qui s'intéressent à l'élaboration de projets afin qu'ils identifient de nouveaux projets qui permettront de relever les grands défis environnementaux de notre pays. En qualité de pays contributeur, notons-le, la Côte d'Ivoire, dès 1992, a participé à la reconstitution des ressources du FEM à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. En retour, le pays a bénéficié de plus de 150 milliards de francs CFA pour la réalisation de différents projets. Et le domaine de la culture enregistre un nouveau festival, le Festi-Dega. Il fait la promotion des arts et cultures du peuple Dega, un peuple de Côte d'Ivoire installé dans le département de Bondoukou. La première édition de ce festival nous est contée par Mamadou Kouassi. Des tisserands de nattes en pleine action à la Bibliothèque nationale. Des expositions d'œuvres d'art suivies de prestations de danse. Nous sommes au lancement du festival de promotion des arts et de la culture Dega, dénommé Festi-Dega, une ethnie ivoirienne située à l'est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Gontougo. Pour ce peuple, leur langue mérite une promotion afin qu'elle soit mieux connue. Quand tu dis que tu es Dega, tout le monde s'interroge. Mais le Dega, c'est quoi? Est-ce que c'est une ethnie qui existe? Parce que ce qu'on sait en Côte d'Ivoire, c'est qu'on confond les Dega aux Abrons et aux Koulango, parfois aux Lobi. Parce qu'on porte les noms Kwasi, Sié, un peu partout. Mais en réalité, nous existons. Il y a 3 villages. Boromba, le plus grand, Motiamo, le moyen, et Zagala, le 3e. Il n'y a que 3 villages en Côte d'Ivoire qui parlent le Degui. Nous sommes Dega et nous parlons le Degui. Vous devez savoir, tant à la communauté nationale qu'internationale, un peuple dynamique existe quelque part dans la région du Gontougo, et qui est le peuple Dega. C'est vrai, nous sommes méconnus, nous ne sommes pas nombreux, mais il y a des potentialités au niveau du peuple Dega. Et c'est ce que nous voulons faire savoir. Cette action de lancement de la première édition du Festi-Dega a permis à ce peuple de ressortir son riche patrimoine culturel et artistique. Pour mieux se faire connaître, le footballeur international Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho, lui-même fils Dega, a été fait ambassadeur de son peuple. Un engagement qu'il compte réaliser avec le soutien de ses parents. J'ai appris certaines choses aujourd'hui de chez moi que je ne savais pas auparavant. On doit tous aller dans le même sens. Ce n'est pas parce que je suis honoré ambassadeur que le boulot se fera moi seul. Non, je pense que ça sera un travail d'équipe. Les Dega, longtemps confondus au Lobi, au Koulongo ou encore au Bron,
sont installés dans les départements de Bondoukou et ont pour activité principale l'agriculture et le commerce. Aujourd'hui, une forte communauté d'Ega vit dans la sous-préfecture de Tankessé, dans le département de Kounfao et aussi dans le district d'Abidjan. La suite de ce journal, c'est l'actualité internationale. Elle nous mènera au Sénégal, où sont définitivement exclus de la course présidentielle Khalifa Sall et Karim Wade. Et en République démocratique du Congo, le report de la visite de l'Union africaine à Kinshasa. Le tout mixé dans l'actu en bref par Ahmed Traoré et Herman Guivet. Au Sénégal, les candidats Karim Wade et Khalifa Sall ne seront pas candidats à l'élection présidentielle du 24 février. Leurs recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel qui a publié la liste définitive des 5 candidats. Les candidatures du président sortant, Macky Sall, celles de Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madi Kenyang et Issa Sall ont été validées. Karim Wade et Khalifa Sall ont quant à eux épuisé toutes leurs possibilités de recours. L'Union africaine est revenue sur sa décision d'envoyer une délégation de chefs d'État à Kinshasa ce lundi. Dans une récente déclaration, plusieurs membres de l'organisation en première ligne, son président en exercice, qui n'est autre que le Rwandais Paul Kagame, avait souhaité la suspension de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle en RDC et exprimé des doutes sérieux sur les résultats provisoires. Mais en validant la réélection de Félix Tshisekedi, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo les a pris de court. Et nous terminons ainsi ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. Passez une excellente soirée sur RTI 1.